Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales et régionales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Elles se dégustent sans modération, les glaces sont appréciées quand les températures grimpent et le nombre de glaciers ne cesse d'augmenter à Bordeaux, nous expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dans un instant. Dans ce Grand JT des Territoires, nous ouvrons une rubrique cet été, les livres de l'été. C'est l'une des activités favorites des Français pendant la période estivale. Et donc nous vous proposons de découvrir quelques auteurs et leurs ouvrages avant de faire vos valises. Nous serons notamment aujourd'hui en duplex avec Antoine Sénanque pour son livre « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non » dans un instant dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous irons dans les airs avec la découverte de l'activité de parapente. Sensations et images époustouflantes garantie avec la rédaction de 8 Mont-Blanc sur place. Je vous le disais dans les titres, c'est une tendance estivale qui ne se dément plus. Les glaciers sont de plus en plus nombreux dans nos villes et villages en France. Et après tout, quoi de mieux qu'un peu de soleil d'été pour déguster une bonne glace. À Bordeaux, vous allez le voir, les adresses gourmandes se multiplient et les professionnels regorgent d'idées pour se démarquer de la concurrence. Clémentine Rivière et Manon Gazin pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Regardez. Leur nombre se multiplie d'année en année. Les glaciers investissent les rues commerçantes de Bordeaux. C'est notamment le cas de ce glacier charentais qui vient d'ouvrir une boutique place du Parlement. C'est des glaces artisanales, donc sans colorant, sans ajout d'arôme, sans conservateur, sans huile de palme, sans gluten. Et on est même sur des sorbets qui sont véganes et avec que des matières premières d'exception qui sont triées sur le volet. On sait qu'il y a une très forte concurrence. Là, juste sur le petit secteur Parlement, on est 7-8 glaciers. Chez cet autre glacier, on a misé sur le 100% bio où 90 parfums sont proposés. On a des parfums vraiment atypiques. Par exemple, là, on a une nouveauté cette année, on a de la bière. On a eu du roquefort, du foie gras, des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs, quoi. On peut écrire sur une devanture artisanale à partir du moment où il y a un employé qui a un CAP cuisine. Nous, c'est écrit, mais ça l'est vraiment. Et je pense que les gens le sentent et c'est pour ça qu'ils reviennent. Des concepts novateurs voient aussi le jour. Lancé l'an dernier, ce glacier ambulant a misé sur un véhicule 100% électrique et a choisi de quitter le centre-ville pour se positionner sur les quais dans une démarche de circuit court et de diversification de ses produits. Alors l'été, ça peut aller à 1000 clients par après-midi. On ne fait pas que des glaces en fait. Donc l'avantage de faire des glaces, des cafés, des beignets, des crêpes, des jus, ça permet de travailler toute l'année maintenant. Des glaciers qui pourraient être pris d'assaut avec l'arrivée des beaux jours et des températures estivales. Les confinements successifs nous ont-ils poussés à consommer davantage local pendant toute cette crise? Si la réponse paraît évidente, c'est oui. Le temps passant, la réalité s'est avérée différente. Certains ont repris leurs habitudes d'avant le Covid-19, d'autres se sont engagés dans une consommation plus éco-responsable. La preuve dans la Loire, avec ce reportage de la rédaction de TL7, la télévision de la Loire. Une fois confinés, les Ligériens se sont mis à plus cuisiner que d'habitude. Mais ont-ils gardé leurs habitudes de consommation ou se sont-ils tournés vers des produits plus locaux ? Non, pas du tout. Du fait que, comme j'ai dit, je travaillais, donc c'était tout en urgence, donc les grandes surfaces et le boulot. Donc aucun changement à ce niveau-là. J'ai fait un peu de marche à pied, j'ai vu un petit primeur, je suis rentrée, je suis restée comme ça. Et j'y retourne pour le moment. Après l'annonce de la fermeture des marchés, les maraîchers et les producteurs de la Loire ont dû trouver des alternatives pour continuer à vendre leurs produits. On retrouve aujourd'hui un maraîcher à Saint-Just-à-Rambert, Sylvain Soulas, et il a créé un drive grâce à Facebook. Alors le drive, en fait, voilà, ici on a un camion avec nos colis de marchandises qui ont été commandés. On les met tous dedans. Les gens arrivent entre 15h et 18h quand ils veulent. Ils n'ont même pas besoin de descendre leur voiture. Des paniers avec des légumes de saison, c'est ce que Sylvain propose. Entre 70 et 80 paniers étaient commandés par semaine en mars et avril. Aujourd'hui, il y a toujours de la demande et 50 paniers continuent d'être vendus. Nous, c'était complètement une clientèle nouvelle. Après, on a eu quelques clients de Saint-Étienne, vu qu'on leur manquait et qui sont venus nous voir jusqu'à ici. Mais c'était à 95% une clientèle complètement nouvelle, quoi. Une clientèle nouvelle, c'est aussi ce qu'a constaté le magasin Vrac en Verre à Saint-Étienne. On a eu des gens du quartier qui sont venus découvrir un petit peu l'épicerie. Après, on n'a pas vraiment de recul sur le fait que sur la fidélité du coup de ces gens-là derrière, mais en tout cas, on a vu des nouvelles têtes. La boutique est toujours restée ouverte et le chiffre d'affaires s'est plutôt bien équilibré. Une période moins difficile que prévu pour les 4 salariés. Nous, il y avait des gens qui venaient spécialement ici pour trouver de la farine parce qu'il n'y en avait pas dans les supérettes, dans les chaînes classiques. Ce qui est certain, c'est que cette période aura été synonyme d'initiatives positives pour ces partisans de l'agriculture locale.
Et dans le reste de l'actualité, en Martinique, une herbe marine colonise les herbiers locaux depuis 2006. Les effets de cette nuisible sur l'écosystème marin du littoral préoccupent les chercheurs du CNRS, notamment pour le développement des tortues. Les précisions de Tom Gagnou de VIA ATV Martinique sur place. Elle s'appelle Halophila stipulacea. Cette herbe marine, originaire de l'océan Indien, colonise les herbiers de Martinique et bouleverse l'écosystème du littoral. Premières impactées par ce dérèglement, les tortues marines. Les conséquences sur le long terme inquiètent cette équipe de chercheurs du CNRS. Le premier problème, c'est que cette herbe marine est beaucoup moins intéressante sur le plan énergétique et donc beaucoup moins nutritive. Or, on a des tortues vertes qui sont en phase de croissance ici, qui vont rester une quinzaine d'années et qui repartiront une fois qu'elles auront atteint la maturité sexuelle. Donc là, actuellement, ça peut poser des problèmes de carence, même aussi l'arrivée de certaines maladies. Deuxième chose, il se trouve que les feuilles de Halophila stipulacea sont de très petites feuilles, donc ça forme un tapis au niveau des herbiers, donc beaucoup moins intéressant et qui ne joue pas son rôle de nursery. Pour mesurer le réel impact de cette herbe sur les tortues, il faut étudier leur comportement. Direction la plage d'Anse Noire. Dans ces eaux limpides, on recense pas moins de 300 tortues. Quelques-unes vont être équipées d'une balise qui permettra aux chercheurs de récolter des données. Ce sont des apnéistes professionnels qui sont envoyés pour les attraper. Il y a au préalable tout un travail de repérage. On repère toujours les tortues depuis la surface, en nageant tranquillement, et elles sont soit en train de nager, soit en train de manger. Après, elles ont des comportements différents suivant leur nage, soit elles sont rapides, soit elles sont lentes. Une fois attrapées, les tortues sont identifiées à l'aide d'un scanner. Elles sont mesurées et pesées afin de contrôler leur croissance. L'opération de la pose de la balise peut alors commencer. Son utilisation est primordiale dans l'analyse comportementale des tortues. On récupérera les données qui sont justement dans l'appareil, qui nous permettront d'avoir toute l'activité, notamment le temps passé en alimentation, en repos, les interactions, le temps passé à se déplacer. La qualité des herbiers qu'offrent les eaux de Martinique est essentielle à la croissance des tortues. La préservation de cet écosystème est donc primordiale pour la pérennité de cette espèce. Une mission à laquelle s'attellent sans relâche les scientifiques. Restons à l'eau dans ce grand JT des territoires, en Corse, où la plongée sous-marine permet de découvrir les richesses de l'île de Beauté, la biodiversité marine bien sûr, mais aussi, plus étonnamment, l'épave d'un avion militaire présent aux abords de Calvi. Celui-ci se situe à 28 mètres de profondeur. Il s'agit d'un bombardier américain échoué le 14 février 1944. Aujourd'hui, l'épave représente à elle seule l'un des spots incontournables de Corse. Propos recueillis par Via Télé Paese, Franck Rollin, gérant du club de plongée. Regardez. C'est un bombardier, donc une forteresse volante, qui a donc améri, c'était en février 1944, suite à un accrochage que cet avion a eu au-dessus de l'Italie. Et la Corse étant le premier département français libéré en octobre 1943, il est donc venu pour se poser à Calvi. Malheureusement, ayant des problèmes de moteur, il a été obligé d'amérir. Il est unique en son genre par le fait du peu de profondeur de l'épave en fait. C'est une des seules épaves en avion, donc en gros porteur comme celui-ci, qui est dans moins de 30 mètres d'eau. Pour y accéder, c'est minimum PE 40, donc plongeur encadré 40 mètres et les niveaux supérieurs. Que diriez-vous maintenant de prendre un café et de faire réparer votre vélo dans un même lieu? Eh bien, l'idée a de quoi séduire, surtout en cette période estivale où il fait bon de pédaler. Et c'est le concept choisi à Rennes par une crêperie qui vous permet d'entretenir vos deux roues. Vous allez le voir, l'idée vient d'Angleterre et a pour objectif de donner une autre image du vélo en ville. Écoutez à ce propos le gérant de Citron, le nom de ce café vélo situé à Rennes, au micro de la chaîne locale de la TNT TVR. C'est tous les vélos qu'on vend, qu'on a trouvés sur le Bon Coin, qu'on nous a donnés. On les retape, ils sont garantis chez Citron 1 an et on les vend à des prix abordables pour que ça puisse plaire au maximum de gens. Grâce à Citron, beaucoup de gens ont pu pousser la porte d'un réparateur de vélo pour la première fois. Parce que je pense que ça décomplexe les gens, le fait que ce soit un café aussi. Et on a eu beaucoup de personnes âgées ou de jeunes étudiants qui n'osaient pas retaper leur petit vélo tout humble. Et ben grâce à Citron, je le sais, ça a été fait pour beaucoup de vélos et c'est une victoire pour nous.
Et en plus de faire du vélo, cet été, vous profiterez sûrement de vos vacances pour lire un ou plusieurs ouvrages. C'est l'une des activités favorites des Français pendant la période estivale, la lecture. Et le Grand JT des Territoires vous propose de découvrir quelques auteurs et leurs ouvrages pendant ces vacances. Avant de faire vos valises, nous sommes aujourd'hui en duplex avec Antoine Sénanque. Bonjour Antoine Sénanque. Bonjour. Neurologue dans la vie, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un paru récemment, Le cerveau m'a beaucoup déçu. L'esprit, non, aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre résume-t-il bien l'idée générale de votre essai? Oui, le titre résume bien l'idée générale de l'essai. En réalité, les neurosciences ont surestimé le cerveau. Alors moi, je suis neurologue. Je ne vois pas le cerveau dans le cadre d'un laboratoire ou d'un centre d'imagerie. Je le vois dans la vie, au contact des malades. Et en 2021, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on ne guérit aucune grande maladie neurologique dégénérative. On accompagne les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on traite les symptômes des patients qui ont une sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson, mais on ne guérit pas ces maladies. Antoine Sénanque, vous le disiez, vous êtes neurologue de métier. Cet essai est-il une critique quelque part de votre vision du cerveau et des capacités qu'on souhaite lui conférer? Oui, c'est une critique de la vision de notre cerveau vu comme un organe qui sait tout et qui peut tout. Alors le livre est aussi une réflexion sur les relations entre l'esprit et le cerveau, entre la conscience et le cerveau. Depuis le XVIIe siècle, la science considère que l'esprit est une création du cerveau, et même une sécrétion du cerveau, comme la bile est une sécrétion du foie. Or, à l'évidence, le domaine spirituel dépasse de loin l'espace du cerveau. D'après vous, médecins, patients et citoyens, nous devrions tous davantage nous fier en fait à autre chose que la raison et le cerveau? Bon, je crois qu'il ne faut pas se méfier du cerveau, bien qu'il nous égare souvent, mais il ne faut pas considérer que le cerveau est ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est l'esprit, c'est la spiritualité. Il dépasse le cerveau en histoire parce que l'esprit est apparu avant les premiers systèmes nerveux dans l'histoire de l'évolution, et puis en géographie parce que les neurosciences ont toujours été incapables de localiser la conscience, de localiser l'esprit au sein du cerveau. L'esprit de guérison dont vous parlez, qu'est-ce que c'est concrètement, Antoine Sénanque? Alors l'esprit de guérison, ça c'est quelque chose qui reste assez mystérieux et très discuté et auquel je crois. Le premier facteur qui a été déterminé, c'est le fait de croire en sa guérison, même si les médecins vous disent qu'il y a plus d'espoir, plus d'espérance, croire en sa guérison. Deuxième facteur étudié et reconnu par plusieurs études, c'est accepter l'aide des autres. Le troisième facteur, il est un peu plus complexe, c'est changer quelque chose à sa manière de voir et à sa manière de vivre. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je crois en l'esprit de guérison et je pense que tout le monde a vraiment intérêt à y croire. Voilà, merci Antoine Sénanque pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet essai, Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non, paru aux éditions Guy Trédaniel et que l'on peut acheter bien sûr sur Internet ou en librairie tout cet été. Il est caché au plus profond de la forêt de Rouen-au-Bois dans les Vosges. L'élevage Bella Capra de Floriane Deluca compte aujourd'hui une trentaine de chèvres miniatures, une passion devenue profession pour la spinalienne d'origine qui a vu la popularité de ces animaux exploser ces dernières années au même titre que la demande. Un sujet d'Arsène Gay et de Léa Turquier pour Vosges Télévisions. Ces adorables petites chèvres, regardez. Ici, tout est miniature. Véritable paradis au cœur de la forêt de Rouen-au-Bois, l'élevage Bella Capra accueille aujourd'hui une petite trentaine de mini et micro-chèvres sur ce terrain de 2 hectares. Passionné depuis toujours par ces animaux, Floriane Deluca se lance dans l'élevage en 2012. La spinalienne d'origine passe alors rapidement de 2 à 10 chèvres avant de devenir professionnelle il y a 5 ans et de tripler son cheptel. Une vocation qui nécessite beaucoup d'attention. Il faut savoir que nous, on les élève dans le sens où c'est des animaux de compagnie. Donc un minimum de présence. 1 fois, 2 fois par jour pour les particuliers. Pour de la compagnie, ça suffit. Moi, par contre, vu que je fais de l'élevage, j'ai des bébés, il faut être là régulièrement. Donc ça va être à 4-5 fois par jour. Alors qu'elle a vendu toutes ses bêtes, l'éleveuse reçoit encore des dizaines de demandes pour ces petits caprins attachants dont le prix varie entre 220 et 480 €. Et les ventes ne cessent d'augmenter année après année. Petite taille mais forte personnalité, tondeuse écologique, les avantages sont aussi nombreux que les raisons d'être méfiants. J'ai des clients qui mettent des caméras. Après, moi, j'ai mes chiens de protection. Donc c'est vrai que là, ça évite que les gens rentrent dans le terrain sans y être invités. C'est pareil par rapport aux renards, aux rapaces, tout ça. Moi, j'ai aucun souci à ce niveau-là. J'ai les chiens qui protègent H24 mes chèvres.
Et le danger peut également venir du cheptel lui-même, c'est le cas pour ce bébé biberon, comme l'éleveuse aime à les appeler. Rejeté par sa mère à la naissance, c'est elle qui s'occupe de lui pendant ses 3 mois de sevrage, avant qu'il ne rejoigne le reste de l'élevage. On est sur de la chèvre miniature, parce que la race n'est pas reconnue en tant que telle en France. Et dans la chèvre miniature, on a plusieurs tailles. Donc on a de la naine, de l'extra-naine, de la taille et de l'extra-taille, extra-taille plus petite. Et donc là, on est sur un gabarit, donc un petit bébé extra-taille. Et il y a d'autres animaux qui pourraient arriver? Oui, notamment un cochon miniature qu'on attend dans un mois. Un nouvel animal de compagnie qui viendra rejoindre les chèvres et spitz déjà présents au sein de l'élevage, installé à Raon-au-Bois depuis 8 mois seulement. Floriane Deluca songe donc déjà à la suite et aimerait prochainement doubler le nombre de ses petites protégées. Direction les Côtes d'Armor à présent dans cette édition pour découvrir un site dont la rénovation touche à sa fin, celui du château du Guildo en Bretagne près de Dinard. Il va enfin rouvrir au public après 6 mois de travaux. Une application permettra désormais aux visiteurs de se projeter dans l'histoire du lieu. Modernisé et sécurisé, c'est une belle idée de balade que nous raconte Laura Rochette pour les chaînes TBOZ et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme en Bretagne. On va relever ça à un certain niveau pour bien matérialiser ces différents espaces. Sécurisé, consolidé, mis en valeur, le château du Guildo à Créin pourra à nouveau accueillir du public. Un vaste programme de travaux a été initié il y a maintenant 6 ans par le conseil départemental. Le coup d'accélérateur, il date vraiment de 2016 avec cette volonté d'en faire un point touristique fort de la Côte-Nord et de l'intégrer pleinement parmi les sites culturels départementaux. L'objectif premier était bien de sécuriser et de renforcer le site. Le second, de proposer un meilleur accueil du public. Différents aménagements ont été prévus pour les personnes en situation de handicap. Une application a aussi été pensée pour améliorer l'expérience des visiteurs en 3D. Ça va nous permettre, équipés de smartphones ou d'une tablette, de visiter le château et de projeter la réalité du château au XIVe siècle ou au XVIe siècle et de pouvoir switcher très rapidement d'une réalité à l'autre. Le département a investi près de 3 millions d'euros pour la réalisation des différents travaux. C'est vrai qu'on peut se dire « Ah, ce sont des ruines ». Mais il y a les ruines, mais il y a l'information qu'elles délivrent. Et il y a le côté aussi romantique, parce qu'on se trouve dans un cadre qui est tout à fait magique. Donc espace naturel sensible, classé Natura 2000. On a les phoques qui sont juste un peu plus loin, donc c'est un lieu de promenade. Ce château est à la fois un lieu d'histoire, mais aussi un lieu de rêverie. Les amoureux du site peuvent toujours profiter des sentiers de randonnée qui bordent le château, de la faune et de la flore, et de la magie des lieux. Une autre idée de sortie à présent dans ce grand JT des territoires, à Montauban cette fois-ci, où le musée de Linge met à l'honneur Ferdinand Philippe d'Orléans. Le duc était un passionné d'art. Près de 200 œuvres sont ainsi à voir lors de cette exposition en partenariat avec le musée du Louvre, et ce jusqu'au 24 octobre. Premier tour de salle avec Maëlys Figuier pour Via Occitanie. Regardez. Ferdinand Philippe d'Orléans, le prince idéal, est à l'honneur au musée Ingres de Montauban. Dès la première salle, vous pourrez découvrir cette exposition en partenariat avec le célèbre musée du Louvre. Pour la première fois, les 2 lieux culturels ont pu rassembler une partie de sa collection. Près de 200 œuvres sont proposées. Elles parcourent la vie du prince, de sa naissance à sa mort. Le projet est né autour d'une œuvre exceptionnelle qui est le portrait par Ingres du duc d'Orléans. Alors ce duc d'Orléans, c'est le fils aîné du roi Louis-Philippe. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Il est mort dans un accident de voiture de cheval en 1842 et il est devenu une espèce à la fois d'icône de la mode. Donc c'est un prince moderne qui voulait changer les choses. Et le portrait d'Ingres a contribué justement à en faire l'image d'un prince idéal. L'idée d'échanger des collections remonte à 2019. Le musée du Louvre et celui de Montauban ont signé un partenariat afin de présenter des expositions en commun. L'exposition montre à la fois des collections du musée de Montauban, puisque le portrait du duc d'Orléans est un portrait d'Ingres, pour lequel nous conservons des documents, des dessins préparatoires, des tableaux qui sont en rapport. Et donc, c'est intéressant de montrer à nos visiteurs que nos collections font écho à celles du plus grand musée du monde et peuvent éclairer des chefs-d'œuvre du plus grand musée du monde. Le duc d'Orléans était passionné d'art et très proche des artistes. À sa mort, tout le pays est bouleversé. Un dynamisme de l'art et de la création artistique s'arrête. Il acceptait d'aller poser dans leurs ateliers, d'aller découvrir leur travail à cette occasion, de le commenter. Il ne contestait pas les prix qu'ils lui demandaient. Il leur laissait souvent tout à fait le choix de leur sujet. Donc un mécène comme on en rêverait.
L'exposition a été inaugurée le 18 juin dernier et vous pourrez l'admirer jusqu'au 24 octobre 2021. À Limoges, à présent, le musée de la Libération propose lui aussi une exposition originale, celle des œuvres de l'artiste polonaise Rivka Messinger. Sur ces 400 œuvres, propriété du collectionneur Bernard Michaud, 71 ont été données au musée. Elle retrace notamment son parcours marqué par l'exil, le nazisme et le désir aussi d'être mère. Explication d'Alain Druot de la rédaction locale de 7 à Limoges sur place. « 71 œuvres de l'artiste polonaise Rivka Messinger sont désormais sécurisées au musée de la Résistance de Limoges. Elles proviennent de la collection de Bernard Michaud, qui en a fait don au musée. Et c'est par un sauvetage que commence l'histoire de ce don. 400 œuvres allaient être perdues dans la destruction de l'atelier parisien où elles étaient stockées. Cette collection raconte la vie de l'artiste Rivka Messinger. À l'âge de 15 ans, est parti de son village natal, en Pologne, devant la poursuite et la tyrannie du nazisme. Elle a exprimé dans toutes ses peintures sa nostalgie, si vous voulez, de son pays et de ses coutumes, et en même temps de sa religion, puisqu'elle était israélite. Pour manger et pour avoir un petit peu de subside, elle faisait des petites aquarelles qu'elle vendait comme ça à la sauvette, si on peut dire. Marquée par sa communauté, son œuvre est dans la lignée de celle de Chagall, dont on perçoit l'influence. Ça, c'est la représentation, si vous voulez, de la période nazie, si vous voulez, particulièrement. Et celle-ci, c'est l'Exode. C'est l'Exode. Quand vous regardez ce tableau, vous voyez les costumes, le monsieur barbu qui est au milieu, avec cette casquette, qui représente bien ce que l'on trouve dans les œuvres de Chagall, d'ailleurs, souvent. Et on referme ce grand JT des territoires avec des images impressionnantes et une vue imprenable sur la chaîne des Aravis en Savoie. Au Grand Bornand, le parapente est une activité incontournable de l'été. Ils sont des centaines chaque semaine à faire leur premier baptême, la tête dans les nuages. Victoria Lopez, journaliste pour la chaîne Mont-Blanc, s'est envolée elle aussi. Elle nous propose ces images impressionnantes. Regardez. Le parapente est une des activités phares du Grand Bornand l'été. L'école Erling, située au pied de la télécabine du Roset, fait découvrir les joies du vol à près de 300 passagers par semaine. Particularité du site, l'aire de décollage située sur la pente sud-ouest du mont Lachat à Châtillon n'est pas accessible par la route. Pour accéder au décollage, donc au sommet du domaine skiable, on enchaîne d'abord le télécabine du Roset, puis le télésiège du Lachat qui nous amène jusqu'à 2000 mètres. En gros, il faut compter 10 minutes de télécabine, suivi de 10 bonnes minutes de télésiège, ce qui nous amène en haut en une vingtaine de minutes. Nous arrivons sur l'aire de décollage. Fini la rigolade pour moi, Xavier me fait décoller. J'ai peur, mais c'est bon pour moi. Bon, on y va, Victoria? Je cours et c'est bon? On commence à marcher et on y va. Ok, je suis prête. Allez, en avant, 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 on avance toujours. On avance toujours, on avance, on avance, on avance. On avance et on vole, c'est parfait, Victoria. Face à mon appréhension, Xavier me rassure en m'expliquant les rudiments du vol en parapente. Donc on va retrouver notre collègue Sylvain qui est au Roc des Ars et qui, comme tu le vois, a pris déjà une ascendance. Donc il va nous indiquer la route. L'air est transparent, donc tous les indices ont leur importance, notamment les autres parapentes ou les oiseaux, bien entendu. Avec 1000 mètres de dénivelé entre le décollage et la zone d'atterrissage, le vol dure au minimum 15 à 20 minutes. De quoi apprécier la vue sur la chaîne des Aravis, le Mont Blanc quand il n'est pas caché derrière les nuages, et même le lac Léman au loin. Après quelques virages un peu plus acrobatiques pour perdre en altitude, l'atterrissage se passe en douceur, ou presque. Sur les jambes. Sur les jambes, presque sur les jambes. Le retour à l'école se fait en voiture, les passagers du jour sont aussi heureux que moi. J'ai pas les mots, c'était un truc de ouf. Tu ressens tout, les sensations, les éléments et tout, mais moi, il n'y a même pas les mots, c'est incroyable. Voilà. Un premier baptême, super sympa.
Le vol, le démarrage a été instantané, pas de trouille, rien du tout. Et le panorama est splendide, super, quoi. C'est vraiment magnifique. Je repars donc la tête dans les nuages, l'esprit aéré et avec la sensation d'avoir touché du bout des doigts le rêve d'Icare. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition avec un tour complet de l'actualité estivale dans nos territoires. Au revoir à tous et bon courage.